Donc, merci à tous de participer à ce webinaire. Ça résonne. Je sais pas s'il faut que je coupe moi ou pas. Oui, Je recoupe. ton son qui arrive. Et là, vous nous entendez toujours? C'est bon? Oui, c'est bon. On recommence. Oui. Donc merci à tous donc de participer à ce webinaire. Donc c'est un webinaire qui est organisé, dans le cadre d'un appel à projets de l'ARS avec les associations donc Maintenir, l'Alged et la DAPI 69. Donc juste quelques informations techniques. Donc merci de bien garder vos micros éteints et vos caméras éteintes si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement qui sera fait. Et puis donc il y aura pas d'interruption pendant notre présentation. L'idée, c'est que ce soit, voilà, le plus fluide possible et puis dans un second temps, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou après, à la fin de la réunion, on pourra répondre aux questions, dans le temps de voilà, jusqu'à 13h. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est d'aborder, le passage entre le secteur enfant et le secteur adulte pour les jeunes en situation de handicap. Donc en effet, à 18 ans, la personne donc n'est plus sous l'autorité parentale et donc bascule vers une capacité juridique. Donc elle est reconnue capable, pour tous les actes de la vie civile. Par contre, c'est pour ça que donc à 18 ans, il faudra penser la mesure de protection juridique si, la personne a une altération de ses facultés mentales ou corporelles qui l'empêcherait, d'exprimer sa volonté et de pourvoir à ses intérêts. Donc Lucie va nous expliquer l'objectif de ces mesures de protection. Oui. Alors, comme tu le disais, Charlotte, à 18 ans, la personne devient majeure, quels que soient ses besoins ou quel que soit son handicap et ses capacités. Du coup, l'objectif des mesures de protection juridique à partir de 18 ans, c'est de protéger la personne contre des abus de faiblesse, par exemple, dont elle pourrait être victime. Notamment, on pense souvent au volet financier, des personnes qui vont se faire voler de l'argent parce qu'elles n'ont pas la conscience que du coup, la personne n'est pas bienveillante. Mais c'est également le deuxième objectif des mesures de protection, c'est de les aider, puisque ce sont des personnes à partir de 18 ans, comme tout le monde, qui vont avoir des démarches à faire, beaucoup de démarches à faire. Et du coup, l'objectif de la mesure de protection juridique, c'est de protéger et de l'aider, c'est-à-dire de nommer un responsable légal qui va pouvoir continuer à l'aider dans ses démarches, les dossiers, les relations avec les administrations. Super. Et est-ce que, du coup, maintenant, peut-être, tu pourrais nous préciser comment faire la demande de mise sous protection? Du coup, la demande de mesure de protection, elle peut être effectuée, alors toujours en fonction des besoins de la personne, mais à partir des 18 ans. Ce qu'on note aujourd'hui, nous, c'est que les tribunaux peuvent avoir un certain nombre de refus si on effectue cette demande de manière trop anticipée. La demande, elle doit être adressée au juge des contentieux de la protection. C'est le nouveau nom du juge des tutelles et du coup au tribunal judiciaire dont dépend le lieu de résidence de la personne à protéger. Voilà, c'est un formulaire qui est à compléter. Ce formulaire, il peut être trouvé sur internet, auprès des tribunaux, auprès éventuellement d'une assistante sociale qui peut vous accompagner dans la démarche. Le formulaire, il est pas extrêmement compliqué à remplir, mais il y a un certain nombre de pièces justificatives à joindre et notamment un extrait d'acte de naissance de moins de 3 mois qui peut parfois être un petit peu long à récupérer. Donc, c'est effectivement la demande qui est à anticiper. Et surtout, cette demande doit être, on doit joindre un certificat médical par un médecin assermenté. Donc, ça veut dire que c'est une liste de médecins spécifiques que l'on trouve sur internet en fonction de votre département de résidence, qui va donner un certain nombre de coordonnées de médecins qui peuvent être experts et donc réaliser ce certificat médical-là. Sans ce certificat médical, aucune demande de mesure de protection ne peut être étudiée. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette expertise a un coût, ça coûte 192 € qui est à la charge du majeur à protéger.
Dans le cas où les personnes ne disposeraient pas de ressources suffisantes pour payer ce certificat médical-là, on a la possibilité d'effectuer une demande d'exonération de ces frais-là directement au tribunal. Pour ce faire, il faut envoyer le dossier de mesure de protection avec un courrier et c'est alors le tribunal qui mandate un médecin pour effectuer l'expertise. Voilà. OK, très bien. Et du coup, une fois que la demande est déposée auprès du juge, quelle est la suite, des événements? Alors, les tribunaux envoient d'abord un accusé de réception qui dit à la personne qu'effectivement, ils ont bien reçu, donc comme le disait Manon, l'expertise, la requête, donc le document, et toutes les pièces administratives, voilà, qui sont nécessaires, qui sont notées dans le dossier. Cet accusé de réception donc, est reçu assez rapidement, dans les 2, 3 semaines, un mois suite à l'envoi. Donc déjà, il faut s'inquiéter si on ne reçoit pas, c'est que peut-être le tribunal ne l'a pas reçu. Donc là, il faut vérifier auprès du tribunal en question. Et ensuite, les juges ont 1 an pour convoquer à une audience. Donc c'est pareil, moi dans toutes les situations que j'ai accompagnées, souvent c'est pas avant 6 mois que, le tribunal envoie un nouveau courrier, donc à la personne à protéger, mais aussi aux personnes qui se sont notées dans le formulaire comme, souhaitant être représentants légaux, donc par exemple les parents. Et du coup, il y a une date de convocation sur ce courrier et la personne à protéger peut être convoquée ou peut ne pas être convoquée. Puisque du coup l'expert, quand il reçoit, la personne à protéger, estime et dit au juge des tutelles s'il pense que c'est bénéfique ou pas, pour la personne d'être convoquée. Voilà, donc c'est bien le juge des tutelles ensuite qui décide, de la mesure de protection devant tout le monde. C'est une audience qui est dans un bureau, hein, faut pas s'inquiéter, c'est pas une audience publique comme on voit à la télé. Par contre, c'est un échange, c'est une discussion avec le majeur à protéger, avec les parents, et toutes les personnes présentes. Et le juge donne à l'oral sa décision. Puis un troisième courrier sera envoyé en recommandé avec la décision. Mais on connaît la décision le jour de l'audience. Voilà. Et donc du coup, d'après ce que j'ai compris, il y a une grande flexibilité des mesures, enfin, il y a une Oui. possibilité d'avoir différents types de mesures de protection? Oui, c'est vrai que du coup, le juge, en fait, reçoit donc la personne à protéger ou pas, mais en tout cas a la situation en tête, et reçoit donc les personnes qui ont demandé cette mesure de protection ou la famille. Et à cette suite, du coup, le juge estime de la situation. Il peut décider que les parents, qui sont prioritaires hein, pour gérer les mesures de protection, peuvent continuer à être le représentant légaux, donc curateur, tuteur, habilitation familiale, il y a plusieurs types de mesures. Il peut aussi décider, et les personnes peuvent le demander, notamment les parents, peuvent demander à ce qu'il y ait un tuteur professionnel, donc un mandataire judiciaire payé par l'État, payé par, voilà, par la collectivité, qui puisse être par exemple tuteur au bien, donc s'occuper que des comptes bancaires, que des choses un petit peu pas toujours évidentes à gérer, et que la famille puisse rester tuteur à la personne, donc pour tout ce qui est choix médicaux, pour tout ce qui est choix de vie, voilà, décisions qui concernent la vie du majeur, ou bien les parents peuvent être tuteur au bien, tuteur à la personne, ou bien un mandataire judiciaire, tuteur au bien, tuteur à la personne. Vraiment, toutes les situations sont possibles par le juge, tout est discuté pendant cette audience. D'accord. Et donc du coup, il y a donc la curatelle, la tutelle, et on entend aussi pas mal parler de l'habilitation familiale. Est-ce que, peut-être Manon, tu peux nous en dire plus? L'habilitation familiale, c'est une mesure qui est un peu plus récente, alors qui date déjà d'il y a quelques années. L'idée est que quand une personne protégée bénéficie d'une curatelle ou d'une tutelle, il y a quand même un certain nombre de choses et de démarches à effectuer, et notamment un compte annuel de gestion. C'est-à-dire qu'il faut tenir une comptabilité et faire état auprès du juge tous les ans des dépenses qu'il peut y avoir, des rentrées d'argent, etc. La mesure d'habilitation familiale, elle a été créée pour permettre à ce que, comme vous disiez Lucie, s'il y a des parents ou des proches de la personne à protéger qui veulent continuer à aider, gérer l'aspect administratif, financier, les décisions médicales, etc., que les choses elles puissent être simplifiées. C'est-à-dire que ça reste une mesure de protection. Le juge doit la décider, mais si elle est actée, ça exempte en fait les parents ou des proches de la personne à protéger d'effectuer ces comptes annuels de gestion. Ça n'empêche pas qu'une comptabilité est quand même nécessaire parce que le juge est en droit de réclamer régulièrement, s'il l'estime nécessaire, des comptes sur ce qu'il se passe. Mais ça évite quand même un certain nombre de démarches administratives. L'habilitation familiale, au même titre que les autres mesures, peut être centrée soit sur des actes vraiment spécifiques, sur les biens de la personne, sur la personne, soit peut être plus générale et du coup comprendre tous les besoins dont que la personne nécessite. OK.
Bon, vous avez bien expliqué donc, les mesures de protection juridique. Qu'est-ce qu'il se passe d'autre aux 18 ans? Est-ce qu'il y a d'autres démarches du coup à lancer, à entamer, à cet âge-là? Alors, tout dépend évidemment de la situation du majeur, la situation des parents, hein, voilà. Mais, comme pour toute personne majeure, les droits à 18 ans changent pour, un adulte. C'est-à-dire qu'aux yeux de la société, aux yeux de la loi, heu, un enfant qui arrive à 18 ans, un jeune adulte, est réputé capable de faire toutes ces démarches seul. Effectivement, les démarches particulièrement qui peuvent être un peu complexes à gérer, à ce moment-là, ça va être que les parents n'ont plus accès, par exemple, au compte bancaire. Ils avaient accès, puisqu'ils avaient l'autorité parentale sur tous les comptes bancaires de leur enfant à 18 ans et à minuit. À 18 ans, minuit, c'est terminé. Les parents n'ont plus accès, à ces comptes-là. Donc voilà, ça peut être quelque chose, d'important. Le majeur également, à 18 ans, bah, du coup, peut signer un contrat de travail, un bail pour, voilà. Donc tout ça, du coup, ce sont vraiment des choses qui changent et également le fait de prendre ses décisions médicales seul. Alors ça, c'est souvent quelque chose aussi qui peut être inquiétant. Alors, décision médicale, pas urgente évidemment, sinon là, ce sont les médecins, hein, qui prennent, pour tout ce qui est vital, les décisions. Mais, c'est vrai que du coup, il y a tout ça quand même à avoir en tête un peu avant 18 ans pour se dire: «Attention, là, il va y avoir une opération à 18 ans et demi, par exemple, une opération orthopédique ou voilà, autre chose qui n'est pas vitale mais qui est important». À ce moment-là, peut-être de le signaler au juge des tutelles dans la requête pour dire: «Attention, là, on va avoir une mesure un peu urgente à prendre». Voilà, pour les comptes bancaires, il y a rarement d'urgence. Mais pour les décisions médicales en particulier, ça, c'est bien de l'avoir en tête. Dans la requête, pour demander la mesure de protection juridique, c'est bien indiqué. Est-ce que vous avez des actes urgents à effectuer? Il ne faut pas hésiter à le mettre, même si c'est un an plus tard, parce que comme je vous le disais, les juges ont un an pour convoquer. Donc des fois, un petit peu De bien anticiper du coup, de bien les anticiper, démarches. de bien informer le juge. Voilà. OK. Il y a une chose, je me permets juste Oui. complète, d'importante, c'est aussi centré sur les comptes bancaires. Il faut savoir Oui. que, il y a un certain nombre de démarches qu'on expliquera après, mais qui vont, faire que, étant donné que les parents ne sont plus responsables légaux, il y a aussi à 20 ans, en tout cas au niveau de la MDPH, des aides qui ne seront plus versées aux parents et qui vont donc être versées directement, auprès de la personne et nécessiter du coup un compte bancaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'étant donné qu'à partir de 18 ans, tant que la mesure de protection n'est pas actée, il y a une période de vide, donc qu'il faut aussi anticiper soit en amont l'ouverture de comptes bancaires, etc., soit se dire qu'il il est susceptible que vous soyez dans l'obligation d'attendre un an pour effectuer ces démarches. OK. OK, donc du coup, à 18 ans, il y a quand même, voilà, cette grande question qui peut se poser, de la protection juridique et donc les autres, démarches plus, de droit commun, disons. Mais donc il y a un autre palier, dans le secteur du handicap, ce sont donc les 19 ans. Parce qu'à 20 ans, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour, le jeune en situation de handicap, l'adulte du coup en situation de handicap et donc il y a un certain nombre de démarches à lancer aussi autour des 19 ans pour bien anticiper les choses. Est-ce que Manon peut-être, tu peux nous en J'enchaîne. parler? C'est ce que je disais. Alors, il y a une particularité, c'est-à-dire que les jeunes sont considérés majeurs à 18 ans, mais au niveau de la MDPH, les choses ne se passent pas complètement comme ça. Le passage en secteur adulte, s'effectue à 20 ans. Donc nous, on préconise avec les jeunes que l'on accompagne de lancer un dossier autour des 19 ans, tout simplement pour prendre en compte les délais de la MDPH et les listes d'attente des établissements. Au même titre que les demandes de mesures de protection, ces demandes-là ne peuvent pas être anticipées beaucoup plus en amont, alors sauf cas exceptionnel, tout simplement parce que pour permettre le passage au secteur adulte, il faut en être proche. Sinon, la MDPH risque de refuser les demandes. Donc, dans ces dossiers-là, au niveau des 19 ans, il y a plusieurs demandes qui peuvent être faites. Tout d'abord, la demande d'orientation en secteur adulte, c'est-à-dire s'il y a un besoin de pouvoir solliciter un service ou un établissement médico-social en secteur adulte. Alors, en fait, ce dossier MDPH au niveau administratif, il clôture un petit peu, il finalise un projet de vie qui est généralement pensé bien en amont, avec des stages ou des choses qui peuvent être pensées avec la famille, le jeune bien sûr, et puis l'entourage professionnel du jeune. Mais ce dossier-là, on peut aussi ajouter toutes les demandes d'allocation. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le jeune bénéficie en amont de l'AEH, à 20 ans, ces aides-là se clôturent et il est donc nécessaire de demander, mais aussi toutes les aides que le jeune pouvait bénéficier en tant qu'enfant. Généralement, vous regarderez sur les notifications que vous pouvez avoir, ces aides-là se clôturent
à la date d'anniversaire des 20 ans et il est donc nécessaire de refaire toutes les demandes de PCH, de carte mobilité inclusion, de RQTH si nécessaire et tout peut être versé dans le même dossier. Voilà. Ce qu'il est aussi important, c'est que si le jeune a actuellement une place en secteur enfant, on reviendra un petit peu là-dessus plus tard, mais dans le même dossier peut être effectuée une demande de dérogation auprès de la MDPH. C'est ce qu'on appelle l'amendement Creton pour que le jeune puisse rester au sein de son établissement enfant voilà, au sein de l'établissement enfant, en attendant en fait une place en secteur adulte. Cette demande de dérogation ne peut être faite qu'en attendant le secteur adulte et généralement délivrée pour 1 an. Donc voilà, donc c'est une nouvelle demande à faire. Nous, on préconise généralement de faire toutes les demandes en même temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des départements, les formulaires pour le coup là ne sont pas les mêmes et la MDPH ne va pas demander les mêmes argumentaires pour effectuer cette dérogation-là. Et sachant que si maintenant, du coup, alors avant, le formulaire était uniquement sous format papier, enfin voilà, et qu'aujourd'hui, il y a quand même le site MDPH en ligne. Alors en tout cas, pour la métropole et le Rhône, ça fonctionne. Je ne sais pas trop dans les autres départements l'avancée sur ce sujet-là, voilà, qui permet de regrouper aussi toutes les demandes et de les faire au niveau sur informatique. Vous avez le site sur le PowerPoint. OK et du coup, donc vous parlez d'orientation vers le secteur adulte. C'est quoi le secteur adulte, du coup, dans le médico-social? Quelles sont les possibilités qui existent, quelles sont les possibilités qui existent en termes d'établissements, de services et cetera? Alors, il existe tout un panel d'établissements adultes, tout comme il existe un panel d'établissements pour enfants qui sont adaptés au projet. Puisque Manon parlait de projet, effectivement, là, pour le secteur adulte, on est vraiment en fonction du projet du jeune et de ses besoins d'accompagnement. Donc il y a, on va faire assez court pour l'instant, il y a les jeunes qui vont souhaiter et qui ont les possibilités de travailler. Donc là, on va avoir le milieu ordinaire avec une RQTH, on va avoir des entreprises adaptées, on va avoir des ESAT. Voilà, donc là, ce sont vraiment des centres de travail protégés. Et il y a le secteur de l'hébergement. Donc, foyer d'hébergement pour ceux qui vont aller travailler, foyer de vie, foyer d'accueil médicalisé, maison d'accueil spécialisée, donc femmes, MAS, foyer de vie, voilà, tous ces sigles-là qui sont donc des établissements pour adultes. Il y a aussi les établissements où les personnes ne travaillent pas, soit parce qu'elles ne le souhaitent pas, soit parce qu'elles ne le peuvent pas, et par contre qui ne sont pas en internat. Donc là, on va avoir ce qu'on appelle les accueils de jour médicalisés ou non. Voilà, et après, il peut aussi y avoir des possibilités à domicile? Une personne qui Il peut y avoir, oui, bien sûr, il peut y avoir, donc là, on est vraiment dans le secteur de l'accompagnement à domicile. Donc, en établissements médico-sociaux, ça va être SAVS, SAMSA, donc là, c'est des termes, on pourra vous donner la signification des sigles plus tard. Mais voilà, et puis du coup, bien sûr, tout ce qui est aide à domicile. Donc là, on va être avec des associations comme Maintenir, par exemple, ou beaucoup d'autres qui peuvent proposer des accompagnements à domicile, en fonction toujours des besoins des gens. Il y a aussi des services plutôt tournés autour de l'habitat inclusif qui se développent de plus en plus, avec l'idée que les personnes sont elles-mêmes éventuellement locataires d'un logement ou alors des logements sont mis à disposition par le service. C'est des choses qui se développent. Chaque service et établissement d'habitat inclusif fonctionne un peu différemment. Mais voilà, il faut avoir en tête qu'il y a vraiment différentes formes au niveau de l'hébergement et de l'accueil des personnes qui en ont besoin dans le secteur médico-social et que l'idée est que le projet puisse se monter en fonction des besoins de la personne, de ce qu'elle souhaite et puis de ce qui a déjà pu être mis en place, etc. Et donc du coup, donc on parle de ces 20 ans qui sont un basculement entre le secteur enfant et le secteur adulte, mais quand même, les personnes peuvent rester en établissement après 20 ans? Oui. En établissement pour enfants, pardon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, comment, pourquoi et comment ça se passe? Comment ça marche? Alors, ce que vous expliquait Manon, c'est qu'effectivement, dans le fameux gros dossier MDPH, nous, on conseille vraiment de faire une demande globale pour que la MDPH ait vraiment une cohérence de compréhension, tout simplement, du projet. Et effectivement, il arrive assez souvent que les jeunes aient besoin, dans l'attente que leur projet de vie adulte puisse se mettre en place, hein, donc, comme on disait, une place dans un des établissements cités. Parfois, c'est très long. Actuellement, dans un des établissements dans lesquels je travaille, on a un jeune de plus de 25 ans
et c'est loin d'être un cas isolé. Donc effectivement, l'amendement Creton, c'est quelque chose qui peut être important pour ne pas avoir de rupture de parcours. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été créé. Et donc, cet amendement Creton doit être demandé dans le dossier MDPH avec une demande, un projet d'orientation au secteur médico-social. Sinon, ça ne peut pas marcher. Personne, par exemple, qui dit bah, moi, à 20 ans, à 25 ans, je veux rentrer vivre chez mes parents, mais de 20 à 25 ans, je veux rester en établissement, ça ne marchera pas. C'est en attendant un foyer, un ESAT, même un habitat inclusif. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'établissements qui permettent cela. Il faut aussi savoir qu'à partir de 20 ans, par contre, même si le jeune est toujours dans son établissement pour enfants, donc il est en amendement Creton, le mode de financement va changer. Les établissements pour enfants sont payés en totalité par les CPAM, donc les caisses d'assurance maladie. C'est pour ça que d'ailleurs on demande toujours les attestations de sécurité sociale aux parents chaque année dans nos établissements, parce que du coup nous sommes financés à 100% par la CPAM de l'enfant. Or, à partir de 20 ans, tout va dépendre du mode de financement de l'établissement dans lequel il est en attente. Par exemple, un établissement où c'est un financement 100% CPAM, ça ne change pas. Par contre, un établissement où il y a l'aide sociale, donc là c'est quelque chose que les parents, malheureusement, dont ils entendent parler à partir de 20 ans, c'est le conseil général de leur département d'origine qui va financer, si leur enfant est en attente d'un foyer par exemple, c'est le département qui va financer une partie de l'hébergement. Là, c'est un dossier d'aide sociale, comme on dit, donc d'aide sociale pour les personnes handicapées. Et du coup, c'est une démarche importante à faire voilà, à partir de 20 ans. Donc auprès du département ou de la métropole de Lyon. Ok, très bien. Et du coup, peut-être dernière petite question avant de terminer notre présentation. Donc, vous parlez du secteur adulte, de toutes ces possibilités qui existent, mais comment aller à la découverte du secteur adulte? Quelles sont les possibilités pour les familles de faire un premier lien? Alors, ce qu'on explique, hein, c'est que le dossier MDPH, c'est une finalité d'un travail qui peut se faire bien en amont. Donc après, en fonction de là où est le jeune, parfois, dans les établissements médico-sociaux enfants, il y a toute une procédure ou quelque chose qui est travaillé pour penser avec le jeune quel va être son projet, de quoi il a envie, de quoi aussi il est capable en termes de travail ou de non-travail, etc. Ce qu'on conseille, nous, souvent aux familles, c'est de pouvoir, dans la mesure du possible, visiter les établissements, assister aux portes ouvertes. Et c'est aussi des choses qui sont très importantes pour les jeunes pour pouvoir se faire une idée, savoir ce dont ils ont envie, etc. Parfois aussi en interne, nous, on a par exemple une procédure qui est bien définie. On va rencontrer les familles à des moments clés autour de leur orientation. C'est peut-être aussi des choses qui sont faites dans les établissements de vos enfants, de pouvoir assister à ces temps collectifs pour pouvoir poser vos questions et avoir un peu une base de par quelles étapes on passe et que vous puissiez aussi être accompagné pour faire toutes ces étapes-là. Souvent, les établissements du secteur adulte proposent à certains moments soit des visites collectives, soit des stages que les jeunes peuvent effectuer. Ça, c'est souvent le cas dans les secteurs travailleurs. Aujourd'hui, il y a des listes d'attente qui sont assez importantes dans les secteurs non travailleurs et du coup, les stages sont un peu plus compliqués à obtenir, mais ce n'est pas pour autant que c'est impossible. Il y a aussi la possibilité, en tout cas, de passer par le biais d'accueil temporaire. L'accueil temporaire, c'est une notification spécifique qu'on peut demander à la MDPH qui donne la possibilité de bénéficier de 90 jours d'accueil au sein d'un établissement médico-social adulte, à la condition bien sûr qu'ils aient un agrément pour l'accueil temporaire et à la condition aussi qu'ils aient une place. Parce qu'on le répète, ce n'est pas parce qu'on obtient une notification de la part de la MDPH en secteur adulte, ça marche aussi en secteur enfant, qu'on obtient automatiquement une place en secteur adulte. Ça laisse la possibilité d'aller solliciter une place, mais ça ne la donne pas automatiquement. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'à partir du moment où vous obtenez une notification de la part de la MDPH pour le secteur adulte, il faut donc faire des dossiers de candidature et ce qu'on conseille, c'est de relancer les établissements régulièrement avec des bilans actualisés, en informant un peu de l'évolution de la situation du jeune et d'être vraiment proactif dans cette démarche. Alors, quand on dit proactif, ce n'est pas non plus d'appeler tous les 2 jours et de mettre les établissements en saturation, mais d'être en contact régulier pour réactiver la demande et être en lien, tout simplement. Et puis, ce qu'on vous conseille, en fait, c'est de vous mettre en lien avec les professionnels qui accompagnent déjà le jeune en question, parce que généralement, ces informations-là, ils les ont. Ils ont aussi tout un réseau d'établissements qu'ils connaissent, de partenariats probables avec
avec des ESAT, avec des entreprises adaptées, avec des foyers de vie, etc. Donc, ça peut être intéressant de vous rapprocher de ces personnes-là pour faire un peu le point de manière générale sur ce qu'il existe, mais aussi de manière un peu plus personnalisée sur la situation de votre enfant. Oui, tout à fait. Vous pouvez, on voulait vous le dire justement à la fin de cette présentation. N'hésitez pas donc à vous mettre en lien avec les assistantes sociales des établissements qui accueillent vos enfants. Il y a aussi les maisons de la métropole, voilà, qui sont avec des assistantes sociales qui sont ressources pour vous. Il existe aussi des permanences sur la protection juridique de l'UDAF, donc dans les tribunaux judiciaires. Donc voilà, les informations sont sur Internet pour ces permanences-là. Et puis, donc, il y a la communauté 360, qui est donc un numéro unique sur le département. Donc, c'est 0800 360 360. Et où vous avez voilà, des personnes qui répondent à toutes vos questions liées au handicap et notamment voilà, à l'orientation, au parcours de vos enfants, etc. Donc voilà, on en a fini pour notre présentation. Donc merci beaucoup nous avoir écoutés. Donc on va reprendre s'il y a des questions sur le chat. Il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Le numéro de la communauté 360? Alors, donc, je vais vous le réécrire sur le chat. Vous m'entendez? Oui. Oui, Oui. je voulais savoir, s'il vous plaît, le coordonnées de la protection juridique, parce que je n'ai pas entendu, s'il vous plaît. Alors, les coordonnées il n'y a pas de coordonnées de la protection juridique. Ce que je vous disais, c'est qu'il y a des permanences pour avoir des conseils et être aidé dans la constitution de son dossier de protection juridique dans les tribunaux. Mais il faut solliciter du coup plutôt directement soit l'UDAF, donc UDAF, qui est une association de mandataires judiciaires, voilà, qui propose ces permanences-là, ou directement auprès du tribunal judiciaire. Voilà. Je pense que sur Internet, vous devez avoir les informations aussi. Parce que Par contre, je vous mets le numéro de la communauté 360. ça, je l'ai déjà, je les ai déjà contactés. D'accord. Parce que moi, en fait, la problématique avec mon petit frère, c'est qu'en fait, on a demandé on est en train de réévaluer avec la MDPH la notification secteur adulte. Et on attend toujours. Mais il n'a que 17 ans. Et actuellement, il est en IME de transition. Mais c'était plus, en fait... j'ai l'impression que c'est un peu pressé pour lui. Mais on m'a dit que c'est la seule solution pour venir en complément de sa structure actuelle parce qu'ils ne peuvent plus le prendre en internat, en fait. Donc, on est obligé du coup d'anticiper un peu le secteur adulte pour mon frère. Alors, il peut y avoir dans certains cas, d'accord, des dérogations que la MDPH peut faire. Alors ça, c'est très particulier. Voilà, c'est des dérogations que la MDPH peut faire pour orienter les jeunes en secteur adulte avant l'âge des 20 ans sur des situations spécifiques comme celles que vous rencontrez. Donc ça, on ne peut pas s'engager pour eux, mais en tout cas, c'est des choses qu'on a déjà pu voir. Le secteur pour la dérogation, la notification pardon, qui donne droit à 90 jours. Ça, c'est en cours aussi. Mais on m'a dit, en fait, quand on met l'enfant dans une structure comme ça, entre guillemets, pour avoir du répit, il se peut que la structure dise bah, nous, on ne prendra qu'une seule fois pendant, par exemple, une semaine. Donc après, il faut retrouver en fait un autre centre qui puisse le prendre. C'est ça en fait les centres ne sont pas dans l'obligation de les prendre sur une durée de 90 jours dans le même établissement. C'est un droit à 90 jours dans l'année, mais ça ne donne pas l'obligation aux établissements de les prendre 90 jours d'affilée. Oui, ça je l'ai su il n'y a pas très longtemps, effectivement. Parce que c'est difficile de trouver dans la situation de mon frère, en fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de centres qui acceptent la notification, enfin les 90 jours. Moi, j'ai dû contacter je suis dans la région lyonnaise, et j'ai dû aller voir une structure qui se trouve dans la Loire.
Alors, c'est vrai que du coup, votre question rejoint la problématique qu'on rencontre pour beaucoup de situations d'enfants, de jeunes adultes, pardon, qui attendent des places en secteur adulte et particulièrement pour des jeunes qui n'ont pas de possibilité de travail. Tout ce qui va être foyer, même accueil de jour, hein, médicalisé ou non, les places sont trop rares par rapport au nombre d'enfants, de jeunes qui en ont besoin. Mais tout comme c'est le cas qu'il manque des places en IME et je pense qu'on en est de plus en plus conscient. Et en secteur adulte, c'est le même problème, c'est qu'il n'y a pas assez de places. Donc là, vous parliez de foyer, accueil temporaire, mais la situation, elle est la même pour des accueils de jour. Où voilà, nous, on a des jeunes qui peuvent attendre très longtemps et des familles qui peuvent être effectivement en grande difficulté dans cette attente. Ça, c'est la grosse problématique, quoi. Oui. Et il n'y a pas des solutions à l'avenir pour ce genre de problème? Il n'y a pas des choses qui sont en train de se mettre en place? Parce que c'est un peu inquiétant quand même. Alors, il y a le gouvernement a annoncé 50 000 solutions donc, pour le secteur du handicap. Donc, voilà, les associations sont en train de travailler à quelles solutions peuvent être proposées, etc., pour créer en effet des places ou voilà, des solutions pour ces jeunes en attente. Mais pour l'instant, on n'a pas d'informations plus précises de l'ARS au niveau de nos départements. Ce qu'il est possible, c'est que nous, pour certains jeunes, on pense des projets, on va dire, un peu idéaux. C'est-à-dire, voilà, à la finalité, on aimerait qu'ils puissent bénéficier d'une place en accueil de jour, etc. Mais il est aussi important de pouvoir penser des plans B, c'est-à-dire de pouvoir se dire comment est-ce qu'il y a besoin d'intervention à domicile pour soutenir un petit peu les choses? Est-ce qu'il y a besoin de relais à certains moments? Voilà, donc il y a malheureusement rarement de solutions miracles et qui arrivent vite dans des situations complexes, mais essayez peut-être voilà, de vous tourner sur des soutiens qu'il peut avoir à domicile ou des choses comme ça. Ouais, mais moi j'ai déjà fait ça, hein. J'ai envoyé les devis à la MDPH. Après, je suis passée par Maintenir, mais on m'a dit que Maintenir, ça prenait du temps parce qu'eux, ils font des recrutements en fait en interne selon les besoins des familles. Et j'ai l'assistante sociale de l'IME où se trouve mon frère qui me disait qu'elle a des familles qui attendent depuis 1 an une solution d'aide à domicile. Oui, il y a des difficultés aussi de recrutement dans les services. On va peut-être prendre, il y a une autre question. Oui. 2 questions. Sur l'habilitation familiale, est-ce qu'elle permet d'ouvrir un compte bancaire au nom du majeur et de le gérer? Oui. Alors, l'habilitation familiale, c'est une mesure de protection à part entière. Alors, en fonction de si elle est, on va dire, plutôt tournée sur les biens ou si elle est plutôt tournée sur la personne ou de manière générale, en tout cas, si elle comprend la gestion du patrimoine, du financier, etc., ça laisse complètement la possibilité, au même titre qu'une tutelle, en fait, de gérer l'aspect financier, donc les comptes, l'ouverture de comptes, le lien avec la banque et la gestion autour de tout ça, en limitant l'impact administratif que ça a, c'est-à-dire sans obligation de rendre ce fameux compte annuel de gestion auprès du juge. Et on a une autre question qui concerne, voilà, une personne souhaite savoir à quel moment, avant les 18 ans, déposer une demande de protection auprès du juge pour pallier à des cas d'urgence médicale imprévus. Alors, il ne faut pas que cette demande soit déposée trop en amont. D'expérience, moi j'avais déposé avec une famille qui avait effectivement besoin d'une protection dès les 18 ans, dès le jour même, parce qu'il y avait on l'avait déposé à 17 ans et c'était beaucoup trop tôt. Par contre, il ne faut pas hésiter à indiquer dans la requête, donc à 17 ans et demi, moi je dirais que là, c'est le plus tôt possible. Pour pas du coup parce que en fait le juge, alors juge des tutelles, je dis maintenant c'est le juge du contentieux de la protection, mais c'est pareil. Donc le juge, s'il voit arriver une demande de protection majeure pour un mineur, en fait il n'est pas compétent. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre juge, dont le nom aussi a dû changer, mais en gros, qui est le juge, qui était le juge des tutelles pour les mineurs. Parce qu'il y a aussi des situations où les mineurs ont besoin de protection juridique. Du coup, on est un peu entre 2 juridictions, entre 17 ans et 18 ans. Par contre, à 17 ans et demi, si vous connaissez cette situation où il y a vraiment à 18 ans et un jour besoin d'un représentant légal, d'envoyer à 17 ans et demi et d'indiquer pourquoi vous faites cette demande, c'est-à-dire vous demandez au juge, il existe aussi des mesures temporaires de protection qui s'appellent la sauvegarde de justice et qui permet, dans l'attente de l'audience, parce que comme je vous disais, les tribunaux ont besoin quand même
sont un petit peu saturés parfois. Mais du coup, de mettre en place une sauvegarde de justice, donc une mesure temporaire pour des actes très précis, médicaux, autres, et après que du coup, la famille et le jeune soient reçus en audience comme d'habitude. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à faire comme ça, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, Je suis mais d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce passage secteur enfant, secteur adulte? Ah, alors oui, vous pourrez avoir, il y avait une question sur est-ce qu'on pourra avoir accès à l'enregistrement par la suite? Et oui, du coup, on va enregistrer le webinaire et puis il vous sera retransmis et puis il sera sur les sites de nos associations respectives. Donc vous pourrez les retrouver. La question, c'est un jeune de 18 ans en accident qui décide pour lui. C'est un jeune de 18 ans, un accident, qui décide pour lui, s'il n'a pas encore de mesures de protection. je pense. Alors, pour tout ce qui est des décisions médicales, c'est vrai que ça, c'est quand même vraiment important. Pour une personne, mais d'ailleurs un adulte majeur, hein, demain on a un accident, l'une d'entre nous, il y a un risque vital, et ben, du coup, c'est le médecin qui va décider. C'est-à-dire que voilà. Et ensuite, pour toute personne majeure qui n'a pas de mesures de protection, les proches vont être entendus. C'est un petit peu, voilà, un petit peu des sujets un petit peu délicats, mais c'est vrai que ça peut arriver. Un jeune majeur qui n'a pas de mesures de protection se retrouve comme un majeur qui n'a pas de handicap, sauf que évidemment, la parole des parents sera peut-être entendue différemment par les médecins, mais encore que, sans mesure de protection, les médecins sont quand même bien coincés. C'est pour ça que dans les hôpitaux, mais d'ailleurs ça concerne tout à chacun, mais particulièrement ces questions-là, il y a désormais des comités d'éthique, il y a désormais voilà, des espaces de réflexion qu'ont les médecins aussi pour ce type de situation très particulière. Mais c'est vrai que du coup, si votre enfant a un suivi médical important, qui peut engendrer des décisions, même au-delà de la question vitale, hein, mais des décisions, je parlais d'orthopédie par exemple, est-ce qu'on opère ce genou ou pas? Est-ce qu'on attend? Est-ce que... Vous voyez, ça, c'est des questions quand même, malheureusement, que certains parents ont souvent à répondre. Du coup, là, pour le coup, moi, je conseille vraiment à 17 ans et demi de déposer une demande, d'indiquer qu'il y a des actes urgents, ou en tout cas qu'il y a un risque d'acte urgent, et les juges, moi je l'ai vu très souvent, vont prononcer des sauvegardes de justice pour justement «couvrir» entre guillemets tout ça. Voilà, en sachant quand même que, les médecins, passé 18 ans, demandent aussi le consentement le plus éclairé possible de la part du majeur, même un majeur sous tutelle. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont quand même entendre, même si le majeur a un tuteur, professionnel ou non professionnel, va quand même entendre et essayer d'avoir, l'accord ou en tout cas l'adhésion du majeur à l'opération qui est convenue. Un tuteur n'a pas tous les droits, qu'il soit professionnel ou familial. Un tuteur est quand même soumis et s'il y a un désaccord entre un tuteur et son protégé, encore une fois, que ce soit un tuteur, un mandataire judiciaire professionnel ou familial, c'est le juge des tutelles qui tranche, enfin le juge, du contentieux de la protection. Voilà. Ça peut arriver assez souvent. Moi, ça m'est déjà arrivé, d'avoir rencontré des situations comme ça. Un jeune sous curatelle renforcée, géré par ses parents, qui était en désaccord avec les décisions, que souhaitaient lui faire prendre ses parents. C'est le juge des tutelles qui tranche. Voilà. Ça veut aussi dire qu'il est possible, sur des situations spécifiques, de solliciter le juge des tutelles pour avoir des décisions plus urgentes sur des situations très urgentes, etc. Au même titre qu'il est possible de signaler une personne que l'on estime en vulnérabilité très importante auprès du procureur pour qu'il y ait des décisions qui puissent être prises, généralement qui sont prises après par le juge des contentieux de la protection, on va y arriver, pour protéger la personne majeure vulnérable. Et de ce fait-là, souvent, les délais sont un peu plus raccourcis. Alors, bien sûr, on ne peut pas faire des signalements pour tout et rien. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'arguments. Mais en tout cas, en dehors de la demande de mesures de protection, il y a aussi un lien qui peut être fait directement avec le juge sur des situations spécifiques et des situations de danger. On pourrait évaluer la mesure si, par exemple, on est sur une curatelle et qu'il y a besoin d'une protection plus forte et tout ça. Ou dans l'autre sens Ou aussi, dans le camp, des majeurs qui trouvent qu'une tutelle pour eux, c'est trop fort et qui veulent basculer en curatelle. Quoi qu'il en soit, c'est toujours le juge des tutelles qui tranche après avoir auditionné l'ensemble des parties. l'entourage, etc. Voilà.
OK. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ouais, moi, si je peux me permettre, j'ai une question qui revient sur le thème du manque de place en secteur adulte, enfin, et pas seulement en établissement. Et effectivement, dans les 50 000 solutions, en fait, il y a une grande partie qui seront plutôt des solutions hors institution, hors établissement. Et donc, ma question, c'est de savoir, en fait, dans les personnes qui aident les parents à constituer des demandes d'orientation ou bien même à la MDPH, est-ce que les gens sont sensibilisés à ça pour éventuellement discuter avec les parents de prévoir une orientation, comme vous disiez tout à l'heure, hein, un plan B, au cas où la demande d'orientation en établissement ne puisse pas aboutir. Et enfin, vous parliez d'un jeune de 25 ans, donc des cretons longs, par exemple. Donc, je me demandais juste si, à votre connaissance, est-ce que les gens sont sensibilisés en amont, donc l'assistance sociale, que ce soit des établissements, des associations ou la MDPH, pour alerter un peu les familles sur ce sujet. Voilà. Alors, pardon, vas-y. On ne peut pas s'engager sur l'ensemble des assistantes sociales et l'ensemble des services médico-sociaux. Nous, c'est des choses qu'on essaye de faire, je pense, auprès des familles. Alors, il faut dire que l'amendement Creton génère un peu des bouchons dans le secteur enfant, mais permet quand même de pouvoir travailler des choses avec les jeunes en attendant le secteur adulte. Donc, c'est une première réponse, en tout cas, qu'on peut formuler. Nous, au niveau de l'établissement dans lequel on travaille, l'idée, c'est qu'on prépare le plus rapidement possible, une fois que le jeune a décidé de son projet d'orientation, à la sortie, c'est-à-dire qu'on essaye de travailler sur sous quelle modalité est-ce qu'il va être accueilli plus tard pour les remettre en place au niveau du secteur enfant, que la transition soit plus douce. Mais on travaille aussi avec les familles sur quel type d'accompagnement peut être mis en place en parallèle de notre établissement pour soit soulager le quotidien, soit penser d'autres choses, soit élargir un petit peu le périmètre de recherche en sensibilisant effectivement sur le fait qu'il y a beaucoup d'attentes au sein des établissements, sachant qu'on a aussi une notion qu'il y a des établissements dans lesquels il y a plus d'attentes que d'autres. Voilà, le secteur médicalisé aujourd'hui on obtient des places difficilement, les places sont plus chères, donc voilà, il y a aussi des choses qu'on pense en fonction de tout ça. Et pour répondre à votre Moi, question concernant les nouvelles modalités d'accompagnement, hein, parce que là, voilà, nous, on se renseigne également de ce point de vue-là. Juste pour vous dire, effectivement, chaque professionnel qui accompagne vos enfants se renseigne, voilà, mais par contre n'a pas forcément en tête l'intégralité de ce qui existe. C'est pour ça que le travail de collaboration entre les parents et les professionnels est très important. Moi, c'est arrivé très souvent, du coup, de trouver une piste grâce à une autre famille pour un autre jeune, par exemple, donc du coup, de faire jouer ce réseau. Mais les parents aussi, vous avez parfois un réseau très intéressant. Et en tout cas, la curiosité aussi d'aller regarder sur internet, d'aller téléphoner, voilà, des choses que les professionnels qui accompagnent les enfants et notamment les assistantes sociales n'ont pas toujours le temps ou en tout cas, voilà, moi là récemment, je suis allée à la porte ouverte d'un nouveau dispositif d'une autre association. Pour l'instant, je ne sais pas à quel jeune ça va se rattacher, mais potentiellement, ça peut servir à un jeune un jour. Voyez? Sauf que, du coup, j'ai pas l'intégralité des dispositifs en tête et que du coup, cette co-construction, en fait, cette co-recherche, moi, elle me semble assez importante quand même. C'est-à-dire qu'on peut pas enfin, nous, on va pas compter, que sur nos connaissances. Il faut pas hésiter aussi à donner vos connaissances aux professionnels qui, du coup, après, vont pouvoir, l'utiliser pour votre enfant, mais aussi pour d'autres. D'où l'intérêt aussi des échanges entre familles aussi, Oui. qui s'organisent, nous, je sais, enfin, voilà, en tant qu'association de famille, on prône beaucoup cette question-là de, voilà, de faire voilà, des temps d'échange et des temps de partage, et c'est aussi comme ça qu'on découvre, telle ou telle nouvelle solution qui existerait et cetera. Voilà, et puis aussi les temps, secteur enfant, secteur adulte, un peu décloisonner aussi les 2 secteurs pour que, voilà, les familles, aillent plus à la rencontre du secteur adulte et que des personnes arrivées dans le secteur adulte aussi puissent témoigner de leur expérience du secteur adulte auprès des familles, du secteur enfant et des jeunes du secteur enfant. Voilà. Question qui est arrivée sur merci. le chat, qui concerne l'ouverture d'un compte bancaire qui serait réalisé par le jeune avant ses 18 ans pour savoir si les parents peuvent par la suite demander la procuration dessus. Alors, la question de la procuration. Effectivement, on peut tous signer demain, enfin là, voilà, votre jeune, il peut signer une procuration sur un compte. Sauf que si ce jeune a besoin d'une mesure de protection juridique, cela signifie, par définition, qu'il n'est pas en capacité de prendre en toute
connaissance de cause cette décision. Donc, c'est même pas la plupart du temps, c'est tout le temps, en fait, dans le formulaire qu'on envoie au juge des tutelles, est indiqué: «Est-ce que vous avez des comptes avec des procurations?» À partir du moment où il y a une mesure de protection, que ce soit les parents qui avaient la procuration ou un tiers qui gère la mesure, toutes les procurations sont annulées. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce jeune en question avait signé une procuration, mais on ne sait pas trop, voilà, sans doute, de bonne foi, hein. Enfin, je veux dire, il y a pas de les parents sont là le plus souvent pour aider et cetera. Sauf que pour le juge, en fait, tout ce qui a été fait avant comme aménagement, on va dire, pour aider le jeune, prend fin, puisque là, il y a un responsable légal qui est nommé de manière officielle. Voilà, donc s'il y a des procurations, il ne faut pas s'inquiéter, c'est bien indiqué dans le formulaire. Est-ce que vous avez des procurations? Donc c'est ni bien ni mal d'en avoir. Juste, faut savoir qu'elles vont s'arrêter et que la mesure de protection va prendre le pas, en fait, dessus. C'est quand même une super, voilà, demande de procuration. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Si moi j'ai une question, s'il vous plaît. Quand c'est quand c'est un arrêt de prise en charge partielle de la structure, il n'y a pas des organismes, enfin des associations qui peuvent nous soutenir parce que quand on se retrouve avec un arrêt de prise en charge partielle, comme ça du jour au lendemain, enfin c'est compliqué d'avoir connaissance de toutes les aides et toutes les solutions. Je sais qu'il y a les plateformes 360, tout ça, mais il n'y a pas d'autres, les assistantes sociales aussi, mais parce que c'est compliqué de trouver, les compléments de structure avec les notifications aussi. Même si les temps d'attente sont très longs, il n'y a pas des associations autres que Alors, bah, du coup, c'est vraiment les associations, la communauté 360, voilà, alerter, la communauté 360. Mais du coup, ça fait le lien avec, la conclusion. C'est que du coup, dans le cadre de cet, appel à projet, il va y avoir voilà, pour lequel on a pu, proposer ce webinaire, il va y avoir 2 autres webinaires qui vont être, proposés et notamment un, donc le 24 septembre prochain, sur les solutions de répit et de vacances, mais notamment de répit. Donc peut-être que vous pourrez aussi trouver des réponses à ce moment-là. Et puis, il y aura un autre, webinaire le 7 novembre, pareil sur le créneau 12h-13h, sur le relayage à domicile. Donc voilà, peut-être que vous pourrez trouver, aussi des réponses, là-dedans, mais sinon, en effet, communauté 360, assistante sociale de secteur, et puis, voilà, l'assistante sociale de votre établissement. La métropole aidante également. Métropole aidante aussi peut-être, oui, tout à Voilà, fait. tu as des locaux, rue Vendôme, je crois, Oui, c'est ça. j'avais sollicité déjà, toutes ces personnes. C'est pour ça que je vous demandais s'il n'y avait pas d'autres, peut-être d'autres, contacts. Il existe, mais c'est compliqué d'aller vous donner des choses très spécifiques sans connaître la situation, parce que voilà, on est plutôt là sur une présentation un peu générale. Oui. Il peut exister, nous on travaille en lien avec un PCPE par exemple, qui est un service qui va pouvoir soutenir un petit peu différentes démarches quand des adultes sont en rupture de parcours. Ce PCPE, ça existe aussi sur le secteur enfant. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que comme tout établissement, les PCPE ont des agréments, donc ça dépend d'un éventuel diagnostic, du profil, des besoins du jeune, etc. Voilà, donc il existe des choses, mais qui sont vraiment à penser en fonction de la situation très spécifique de votre frère. Je crois que c'est votre frère, j'ai entendu. Et moi, je vous conseillerais bien, voilà, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait, mais de vous rapprocher de l'assistante sociale de l'établissement qui vous accompagne. Ouais, après il y a aussi, alors là c'est plus quand il y a vraiment une rupture de parcours plutôt, mais il y a aussi l'Alged qui propose une équipe mobile d'aide aux aidants. Voilà, Pardon? qui aussi comment? Vous dites le nom, excusez-moi? L'Alged, donc l'association L'Alged, a une équipe mobile, d'aide aux aidants, voilà, qui peut aussi venir en appui, pour les démarches d'orientation vers le secteur adulte et cetera. Donc ça peut être intéressant aussi de faire le lien, entre votre assistante sociale et L'Alged? votre équipe mobile, voilà. L'Alged. D'accord. Mais Parce que ça moi normalement métropole aidante, oriente, voilà. l'Alged, parce que moi j'ai un rendez-vous avec, la page, je ne sais pas si vous connaissez? Ouais, la plateforme de répit à Page, Ouais, de oui. Villeurbanne, ouais. Ouais, ouais. Qui viennent cet après-midi me voir pour me rencontrer. Mais vous m'avez dit l'Alged, c'est ça, hein? L'Alged.
ALGED. D'accord, bah, je le note. C'est Mais je gentil. pense que typiquement, les personnes que vous allez rencontrer cet après-midi vont pouvoir vous aiguiller un peu. Tout à fait. D'accord, bah, merci, en tout cas, c'est gentil. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Peut-on demander dans le cadre de la mesure de protection de notre fils pour plusieurs tuteurs, si les deux parents et la sœur, par exemple? Oui. Alors oui, il est tout à fait possible que plusieurs personnes puissent gérer la mesure de protection. Alors généralement, c'est 2. Oui. Moi, j'ai toujours eu la situation que de 2. Tu sais si c'est possible à 3 ou pas? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que les juges décident, en fait, hein. Enfin, ils peuvent tout à fait mettre ce qu'ils veulent comme décision. Par contre, après, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut basculer en conseil de famille. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est des mesures un peu plus lourdes Complexe. quand même, puisque du coup, après, il faut l'accord d'un certain nombre de membres du conseil de famille, etc. C'est vrai que 3, j'ai jamais eu. 2, c'est plus Là-dessus, courant. voilà, 2, c'est assez courant. Par contre, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'à tout moment, on peut changer. Que ce soit le majeur protégé, mais aussi les représentants légaux ou d'autres personnes, hein, comme le disait Manon, voilà, on peut être inquiet à un moment donné, de la gestion d'un responsable légal, par exemple, à juste titre ou à tort d'ailleurs. Voilà, mais en tout cas, à tout moment, les tuteurs et le majeur protégé peuvent demander un changement. Donc il n'y a pas forcément besoin de l'indiquer comme tel sur le jugement, mais par contre de se dire si à un moment donné, on se sent un petit peu en difficulté ou bien si c'est trop lourd ou bien si on en a marre tout simplement, on peut redemander du coup un changement de responsable légal. Mais faites la demande, hein, de toute façon, le juge des tutelles reçoit toutes les personnes, qui sont, notées dans la demande, comme, souhaitant, gérer une toute ou partie de la demande de la mesure. Donc, vous nous direz si ça a marché. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a déjà eu 3, les parents et le frère, il était plus là pour traduire. D'accord. D'accord. Et Bon, on bah, a une voilà. autre question, habilitation familiale pour les 2 parents, est-ce possible? Oui. Oui, on est alors habilité et cohabilité, comme on peut être tuteur et co-tuteur. Et il peut même y avoir, alors je pense aux tutelles par exemple, hein, c'est ce que disait Lucie tout à l'heure, des mandataires judiciaires qui peuvent gérer une partie de la mesure de protection sur les biens ou sur la personne, la famille qui en gère une autre partie. Voilà, les choses, elles peuvent être assez flexibles à partir du moment où elles sont validées par le juge, en fait. Moi, j'avais une question, s'il vous plaît. Oui. Alors, pour le cas de mon frère, moi, j'ai la délégation d'autorité parentale, et, parce qu'il est encore mineur. Et le juge m'a proposé une aide, une mesure d'AEMO. Et je ne connais pas du tout, mais est-ce que cette mesure peut m'accompagner dans les futures démarches de tout ce qui est en lien avec sa majorité, tout ce qui est tutelle, tout ça, parce que je ne connais pas du tout. Alors, les mesures d'AEMO, on va faire court parce que là, voilà, nous, dans 3 minutes, il faut qu'on ait terminé. Mais quand même, pour vous répondre, les mesures d'AEMO, c'est vraiment une mesure de protection de l'enfance. C'est un accompagnement donc, qui est fait par des professionnels de la protection de l'enfance. Donc, oui, ils pourront vous accompagner. Par contre, ils n'ont pas forcément toutes les connaissances que les professionnels du handicap vont avoir par rapport à tout ça. Mais ils peuvent tout à fait le faire. Ce sont des travailleurs sociaux, comme nous, on est des travailleurs sociaux. Enfin, je veux dire, voilà. Mais par contre, il faut bien avoir en tête qu'une AEMO n'est pas spécialisée du handicap et des majeurs vulnérables, etc. Voilà. Et qu'ils n'interviennent que jusqu'aux 18 ans. C'est-à-dire que, étant donné que c'est une mesure de protection de l'enfance, ça concerne l'enfance et ça n'exempte pas des démarches à partir des 18 ans. Voilà, les choses ne seront pas automatiques parce qu'une mesure d'AEMO est en place. Très bien, merci. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va peut-être s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation et vos questions. Voilà, donc les prochaines étapes, donc c'est le webinaire sur les solutions de répit et de vacances, donc qui a lieu le 24 septembre de midi à 13h. Et le dernier webinaire qui sera sur le relayage à domicile et qui a lieu le 7 novembre. Et à côté de ça, on fait aussi des rencontres à destination des aidants, dont les dates vous seront communiquées prochainement. La prochaine est le samedi 25 mai à l'Alged. Voilà. Et on vous retransmettra du coup à tous les participants voilà, ces dates. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne journée.